Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on a entre les mains des fragments d'une œuvre assez particulière, oui, C'est de l'inconvénient d'être né d'Émile Cioran, publié en 73. oui. Alors, c'est pas un essai classique, hein, faut le préciser. C'est plutôt une collection d'aphorismes, de pensées très, très percutantes. Fulgurante, oui, et souvent assez sombre, il faut bien le dire. Tout à fait. Suran, c'est vraiment le maître de cette forme brève, incisive. Ces aphorismes, c'est comme des coups de sonde, en fait, dans les profondeurs de l'existence. C'est ça. Ça révèle des perspectives qui sont souvent dérangeantes, oui, mais toujours avec une précision de style remarquable. Il y a une sorte d'élégance, paradoxalement, dans sa façon d'exprimer le désespoir. C'est exactement ça. Du coup, notre objectif aujourd'hui, c'est de nous immerger dans ces réflexions qui sont quand même assez provocatrices. On va essayer de décortiquer un peu son idée centrale et sans doute la plus choquante pour beaucoup, j'imagine, l'idée que la naissance, en soi, ce serait le malheur originel. Une thèse qui va vraiment à l'encontre de quasiment toute notre tradition philosophique, religieuse, en Occident en tout cas. On a plutôt tendance à célébrer la vie ou au minimum à situer le problème du côté de la mort, de la finitude. Oui, Sioran, lui, il opère un renversement radical. totalement. Alors, pour entrer direct dans le sujet, écoutons juste cette pensée qui, je trouve, campe bien le personnage et son obsession. 3 heures du matin. Je perçois cette seconde, et puis cette autre encore. Je décompose le temps. Pourquoi tout cela? Parce que je suis né. C'est très parlant. Ou quand il dit sans détour que la naissance est une catastrophe. Difficile d'être plus direct, quoi. Bon, alors, explorons ça, cette idée fondamentale du fléau de naître. C'est vraiment le pivot de ce recueil, hein. Pour Sioran, le drame, c'est pas tant de devoir mourir finalement que d'avoir commencé à exister. Oui, il le dit très crûment. Nous ne courons pas vers la mort, nous fuyons la catastrophe de la naissance. Nous nous démenons, rescapés qui essaient de l'oublier. C'est une perspective qui heurte nos réflexes les plus ancrés, j'ai l'impression. Ah oui, complètement. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, hein, cette répugnance un peu instinctive. Il nous répugne, c'est certain, de traiter la naissance de fléau. N'est-elle pas ce qu'il y a de plus élevé, le miracle par excellence? Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est comment il essaye de légitimer cette idée. Il va chercher une figure spirituelle majeure, mais de façon assez inattendue. Il oppose le Christ et le Bouddha. Ah oui. Hmm. Il écrit: le mal, le vrai mal, est plutôt derrière, non devant nous. C'est ce qui a échappé au Christ, c'est ce qu'a saisi le Bouddha. En gros, pour lui, le Bouddha aurait compris que la souffrance découle de la naissance elle-même. C'est elle qui enclenche tout le cycle. Vieillesse, maladie, mort. D'accord. Il inverse complètement le scénario occidental classique, en fait. Exactement. Le problème fondamental, c'est pas la faim, la mort ou même le péché originel comme quelque chose qui arrive après la naissance, mais c'est le commencement lui-même, C'est une relecture assez audacieuse, on peut dire. très audacieuse. Donc pour lui, l'idéal, le vrai, ce serait de ne jamais avoir existé. Absolument. L'état enviable, celui qu'il désire, c'est le non-né. Il le dit très clairement: jamais à l'aise dans l'immédiat, ne me séduit que ce qui me précède, que ce qui m'annonce avant la rupture de l'origine, le non-né. Waouh. C'est une aspiration à un état d'avant l'existence qu'il voit comme le seul état de paix véritable. Il va même jusqu'à critiquer notre façon de célébrer les naissances. Ah bon? Comment ça? Il déplore qu'il n'y ait plus de peuple comme les Thraces qui, d'après Hérodote, pleuraient sur les nouveau-nés et se réjouissaient sur les morts. Pour Suran, le fait qu'on célèbre la naissance, c'est un signe qu'on est aveugle face à cette catastrophe initiale. C'est une perspective assez radicale. Et cette conscience aiguë du désastre de la naissance, ce n'est pas juste une idée en l'air. Pour lui, c'est lié à des expériences très concrètes, non? L'insomnie, par exemple. Tout à fait. Il lie ça très directement à des états de conscience particuliers, souvent douloureux, l'insomnie, oui, les longues veilles, une forme de lucidité qu'il décrit comme exacerbée. Il note d'ailleurs, c'est d'un type spécial de veille que dérive la mise en cause de la naissance. Comme si le manque de sommeil forçait à voir la vérité nue, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. C'est un point essentiel. La lucidité, la clairvoyance chez Sioran. Attention, ça n'a rien d'une illumination positive. C'est pas la lumière qui libère. C'est plutôt un fardeau, une malédiction. D'accord.
Quand il parle de lucidité, il faut comprendre une vision pénétrante, oui, mais douloureuse de ce qu'il appelle la non-réalité, la carence universelle, le vide derrière les apparences, quoi. C'est comme voir les mécanismes bruts derrière le décor. Et ça ne console pas, j'imagine. Pas du tout, ça paralyse. C'est ça qui explique pourquoi cette lucidité, pour lui, elle sape l'action. Oui, ça semble logique. Il écrit : « Il existe une connaissance qui enlève poids et portée à ce qu'on fait. Pour elle, tout est privé de fondement, sauf elle-même. Une fois qu'on a vu ce manque de substance, s'engager dans l'action, ça perd son sens, sa motivation profonde. » Et d'où elle vient, cette lucidité douloureuse alors ? Eh bien, il le dit. Ce sont nos malaises qui suscitent, qui créent la conscience. La conscience ne naîtrait pas de la plénitude, mais de la faille, de la souffrance, du dysfonctionnement. C'est une jeunesse plutôt sombre de la conscience. Ça rend peut-être un peu moins... Enfin, ça éclaire ce souhait complètement fou qu'il exprime « J'aimerais être libre, éperdument libre. Libre comme un mort-né. » C'est ça. La liberté ultime, ce serait cette absence totale d'être, avant même le premier souffle. C'est le paradoxe final de sa pensée. La liberté la plus désirable, c'est celle qui annule la condition même qui permet de désirer. Et cette lucidité, elle ne ronge pas seulement l'action, elle affecte aussi sa perception du temps. Oui, on sent chez lui un rapport très, très spécial au temps qui passe. C'est pas l'angoisse de le perdre, ni la frénésie de le remplir, comme on voit souvent. C'est plutôt une sorte de contemplation détachée. Exactement. Comme il le dit, « Je ne fais rien, c'est entendu, mais je vois les heures passer, ce qui vaut mieux qu'essayer de les remplir. » Il y a presque une satisfaction là-dedans, non ? Oui, tout à fait. Ça découle logiquement de son scepticisme sur la valeur de l'action. Si agir est fondamentalement vide de substances durables, pourquoi s'acharner à remplir le temps ? Observer le flux des heures, ça devient presque plus significatif. Il analyse d'ailleurs la dynamique de l'action elle-même. Oui. Pendant que nous agissons, nous avons un but. L'action finie, elle n'a pas plus de réalité pour nous que le but que nous recherchions. Tout s'évanouit en fait, une fois que l'élan est retombé. On comprend mieux alors ce sentiment de flottement, d'équivoque permanente qu'il décrit. Il dit « Ma nature m'oblige à flotter, à m'éterniser dans l'équivoque. » C'est comme s'il n'arrivait jamais à s'ancrer vraiment, ni dans le présent, ni dans une conviction. Justement parce que tout lui semble manquer de fondement. Et cette perception du temps, de l'action, c'est lié à une autre capacité qu'il met en avant, une capacité redoutable, celle de percevoir la fin dans le commencement. Percevoir la fin dans le commencement. Oui, quand on a cette vision précoce de l'issue, de l'échec, de la vanité finale, alors on va plus vite que le temps, écrit-il. La durée perd son épaisseur, l'illusion du progrès, de la construction, tout ça s'effondre. C'est comme si le film était déjà fini avant même de commencer. C'est une déception foudroyante qui annule le temps ordinaire. Cette lucidité implacable qui dissout le temps, l'action, ça doit forcément avoir des conséquences sur le rapport à soi, au moins. Et Sioran, justement, il exprime un tiraillement constant là-dessus, non ? Oui, c'est un conflit central chez lui. D'un côté, il est clairement fasciné par les sagesses orientales, l'hindouisme notamment, qui vise le dépassement du moi, l'extinction de l'ego comme source de souffrance. Il le dit, « Je suis requis par la philosophie hindoue, par son but, la délivrance, l'affranchissement du cycle des naissances. » Exactement. Mais de l'autre côté, il se heurte sans arrêt à la réalité de son propre ego, de ses obsessions, de ce qu'il appelle ses disgrâces. Il le formule avec une honnêteté assez brutale. « Et tout ce que je fais et tout ce que je pense n'est que moi et disgrâce du moi. » C'est un peu le drame de l'intellectuel hyper conscient, aspirer à l'impersonnel, mais être complètement englué dans le personnel. C'est tout le nœud du problème, et particulièrement pour un écrivain comme lui. L'objectif spirituel, ce serait le détachement, parce que, comme il le dit si bien, naître, c'est s'attacher, donc se détacher, ce serait l'antidote au malheur d'être né. Logique. Mais comment y parvenir quand son métier même, c'est d'explorer, d'analyser et surtout d'exprimer les replis de sa propre subjectivité ? L'écriture, elle se nourrit précisément de ce à quoi il aspire à échapper. Il en est parfaitement conscient, semble-t-il, et ça nourrit son pessimisme, j'imagine. Il y a cette réflexion terrible sur sa propre vie, son parcours intellectuel. Oui. Ce que je sais à 60, je le savais aussi bien avant. 40 ans d'un superflu travail de vérification. C'est terrible, non ? Comme si toute son existence n'avait fait que confirmer ses intuitions de jeunesse sur la vanité de tout ça, et sur l'impossibilité d'échapper à soi-même. Il identifie clairement l'obstacle. Pour un écrivain, le progrès vers le détachement et la délivrance est un désastre sans précédent. Le silence, l'indifférence, ce serait la conséquence logique de la délivrance.
mais ça signifierait aussi la mort de l'écrivain. Le paradoxe total? Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il donne une valeur si particulière à l'échec. Il écrit « C'est que l'échec, toujours essentiel, nous dévoile à nous-mêmes, nous permet de nous voir comme Dieu nous voit, alors que le succès nous éloigne de ce que nous sommes essentiellement. » Donc l'échec ramène à la vérité nue de sa condition. C'est ça. Tandis que le succès nourrit l'illusion et, paradoxalement, éloigne du détachement qu'il recherche. C'est subtil. Très subtil. Et ce regard lucide, désabusé, il ne s'arrête pas à l'individu. Cioran le porte aussi sur la société, l'histoire, la civilisation. Et là, ces aphorismes deviennent des flèches vraiment acérées. Je pense à sa description de l'Occident, une pourriture qui sent bon, un cadavre parfumé. Ouf, oui. Sa vision de l'histoire est à l'opposé de toute idée de progrès, c'est clair. Pour lui, l'histoire, c'est fondamentalement un déclin, une perte, un éloignement d'une origine qui était peut-être moins mauvaise, ou en tout cas moins consciente de son malheur. Il cite Hésiode, c'est ça, avec les âges d'or, d'argent. Oui, comme quelqu'un qui aurait compris très tôt cette tendance à la dégradation. Et le progrès, tel qu'on l'entend d'habitude, pour Cioran, c'est une injustice que chaque génération commet à l'égard de celle qui l'a précédée. Une injustice, pourquoi? Parce qu'il efface les anciennes formes de vie sans forcément apporter mieux, et souvent, selon lui, en aggravant le mal-être fondamental. Son cynisme touche aussi les grands idéaux, les mouvements collectifs. Les révolutions, il les qualifie de sublimes de la mauvaise littérature. Oui, c'est très caustique. Et sa projection vers l'avenir est glaçante. Ma vision de l'avenir est si précise que, si j'avais des enfants, je les étranglerais sur l'heure. C'est d'une violence. C'est d'une violence inouïe, mais c'est la conséquence logique de sa prémisse de départ. Si naître est un malheur, et si l'histoire est une chute, alors l'avenir ne peut être qu'une intensification de tout ça. Il n'y a pas de rédemption collective possible dans sa vision. Aucune. Non. La seule véritable école, c'est la souffrance individuelle. Il faut souffrir jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement de la souffrance. Dans cette optique, l'humanité elle-même, c'est une sorte d'erreur cosmique. Il va jusqu'à dire que l'humanité est le cancer de la Terre. C'est terrible. Il a même une théorie assez provocatrice sur ce qui fait la force des nations, non? Oui, il affirme que tous ces peuples étaient grands parce qu'ils avaient de grands préjugés. Ils n'en ont plus. Que leur reste-t-il? Tout au plus des foules désagrégées. Des préjugés. C'est ça qui ferait la force. L'idée sous-jacente, c'est que la force collective, la cohésion, ça repose sur des croyances partagées fortes, même si elles sont irrationnelles. C'est ça, les préjugés. Alors que la lucidité critique, la remise en question systématique, ça mènerait à la fragmentation, à l'incapacité d'agir ensemble. La force viendrait de l'illusion partagée et la faiblesse de la lucidité disséminée. C'est une lecture, ça brasse énormément d'idées sombres, hein. Ça nous confronte à une remise en cause vraiment radicale. La valeur d'exister, le sens de nos actions, la marche de l'histoire. C'est déstabilisant, c'est sûr. Parfois difficile à encaisser. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on retient de cette immersion dans la pensée de Cioran? Ce qui frappe le plus, je crois, c'est la cohérence. Une cohérence implacable avec laquelle il poursuit sa logique de la négativité. Il part de cette sensation intime, le malaise existentiel, et il l'étend jusqu'à une condamnation universelle de la naissance. C'est une pensée extrême. Extrême, oui, qui explore les confins de la conscience du malheur avec une franchise désarmante, presque provocatrice. Mais ce qui est fascinant, c'est cette tension constante entre la noirceur du propos et la brillance, l'élégance presque joueuse de son style. C'est vrai, il y a une forme de plaisir intellectuel, et même esthétique, à le lire, même quand le contenu est profondément déprimant. Une sorte de virtuosité dans l'expression du néant. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale, une question que son œuvre soulève un peu implicitement. Cioran a écrit « On ne devrait écrire des livres que pour y dire des choses qu'on n'oserait confier à personne ». Ouais. Alors, en mettant au jour avec autant de talent littéraire ce dégoût fondamental de l'existence, cet inconvénient d'être né, est-ce qu'il ne réalise pas une sorte de conjuration? Est-ce que l'acte d'écrire, c'est l'ultime paradoxe, une manière de rendre supportable l'insupportable qu'il dénonce? Ou est-ce que c'est la manifestation la plus aiguë de ce malheur, mais transformée en art? C'est une question vertigineuse. Ou alors, cette autre interrogation qui laisse un peu en suspens. Le problème de la responsabilité n'aurait de sens que si on nous avait consulté avant notre naissance, si nous avions eu le loisir d'opter entre cette lacune et l'enfer. Si on n'a pas choisi de naître, est-on vraiment responsable de ce qu'on est, de ce qu'on fait?
Voilà qui laisse matière à réfléchir, bien après avoir refermé le livre. Assurément, Suran, il ne cherche pas à consoler ni à proposer des solutions, hein. Il force juste à regarder en face des questions qu'on préfère souvent ignorer. C'est une exploration inconfortable, c'est certain, mais potentiellement éclairante sur les zones d'ombre de notre condition.